Bonjour, mon nom est Jean Lebel. Je suis le président du Centre de recherche pour le développement international et je suis très heureux de vous accueillir ici. My name is Jean Lebel and I'm the president of the International Development. Président du CRDI, je suis ravi de vous accueillir ici aujourd'hui. Avec nous aujourd'hui, l'un des meilleurs scientifiques au Canada, c'est le docteur Gary Cobinger. C'est dans ce micro-là ou dans ce micro-là que je parle? Celui-là. Donc, lui, je n'ai pas besoin. Hein? Sorry. So, on a Gary Cobinger qui est responsable avec l'équipe au Laboratoire national de microbiologie à Winnipeg de travaux révolutionnaires qui ont permis de développer au cours des dernières années de nouveaux vaccins contre des virus dangereux. Et ces réalisations ont notamment porté sur le vaccin contre le virus Ebola. Et ça a valu à Gary et à son équipe de nombreux prix. Et je pense une distinction qui, à mon avis, est assez rare chez nous, c'est d'être une star parmi les médias canadiens comme scientifique. Et c'est une situation qui est un peu ironique parce que Gary, c'est probablement l'une des personnes les plus humbles que j'ai le plaisir de connaître. Et je pense que dans ce pays-ci, on a besoin de voir des gens comme Wayne Gretzky qui voient où est-ce que la POC va être avant qu'elle arrive. On a besoin aussi d'avoir des gens comme Gary qui voient où est-ce que le prochain problème de santé publique, particulièrement avec les maladies infectieuses, va être et comment on va s'en occuper. Et ces personnes-là sont, à mon avis, pas souvent célébrées. Et aujourd'hui, c'est un honneur pour moi d'avoir Gary à Ottawa pour qu'il puisse nous parler un peu de ses travaux, de qu'est-ce qu'il fait. Dr. Gary Cobinger should be. Le docteur Gary Cobinger devrait être un nom que tout le monde connaît au pays. Le vaccin contre l'Ebola qu'il a développé avec son équipe et avec l'aide de l'Agence de santé publique du Canada, l'Institut canadien de la recherche en santé, Affaires mondiales Canada et le CRDI devraient nous enorgueillir tous. Grâce à cette collaboration l'année dernière, le processus d'essai pour la mise à l'essai et l'utilisation de ce vaccin dans les situations de crise a été énormément accéléré. Ce n'est qu'en juillet 2014 qu'Alain Baudet, président du CHR, qui est venu me demander si j'étais intéressée à faire un partenariat avec son groupe pour aider aux essais de ce vaccin. À l'époque, l'Agence publique de santé, où se trouve Gary, avait 5000 doses qu'ils étaient prêts à utiliser. Avec l'aide d'Affaires mondiales Canada, nous avons mobilisé l'argent nécessaire pour les essais. Et c'est ce qu'il va vous raconter aujourd'hui. Et depuis le mois de mars, quand on a eu le feu vert de partout pour 2015, et en juillet 2015, quand le Lancet a publié un exposé disant que le vaccin était tout à fait efficace, il a fallu 4 mois pour faire un gros changement. 28 000 personnes étaient déjà décédées à cause de l'Ebola en Afrique occidentale. Et n'eût-ce été d'un effort international où Gary était un chef de file, il est très humble d'ailleurs à cet égard, nous n'aurions jamais réussi. Et qui sait où on en serait aujourd'hui? Le directeur général de l'OMS, Margaret Chan, a dit que ce vaccin avait changé l'ordre des choses. Et ceci, pourtant, n'est qu'une partie de la solution. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Quels seront les effets à long terme de ce vaccin dans les différentes populations? Ce sont des questions bien simples auxquelles nous n'avons toujours pas de réponse, pour laquelle il faut continuer la recherche. Et le vaccin ne représente qu'un seul outil du coffre à outils d'une agence publique de santé. Il nous faut aussi compter sur la contribution des populations, de leurs connaissances, de leurs aptitudes et de leurs ressources, parfois qui peuvent être très efficaces pour aider à déceler les épidémies. Gary, à l'heure du lunch, a parlé de personnes en Asie, non pas en Asie, mais au Congo, disant que les porcs mouraient avant les humains.
Et c'est donc devenu une façon de faire des essais avec les vaccins parce que l'animal était encore plus sensible que l'humain au vaccin. Donc, on ne peut travailler en faire cavalier seul. Gary a démontré l'importance de la collaboration grâce à son travail au Congo et ailleurs, que l'investissement dans de la collaboration avec des chercheurs au Congo donne des résultats efficaces. Très peu d'entre vous savent que pendant la crise de l'Ebola au Congo, il y a eu quelque chose dont on n'avait pas entendu parler beaucoup, vraiment. Après quelques 60 morts, on a réussi à endiguer la propagation parce que les Congolais savaient quoi faire. Comment cela se fait-il? Parce que pendant 7 ans, Gary fait des allers-retours, continue d'investir dans la recherche et à enseigner aux chercheurs comment procéder, apporte de l'équipement. Et une fois que la crise s'est présentée, on a pu l'endiguer. La situation était bien différente en Sierra Leone et au Libéria et en Guinée. Gary est le chef des niveaux au laboratoire de microbiologie à Winnipeg. Il est le co-directeur à l'OMS du Centre de collaboration pour les maladies génétiques dans les diagnostics, les références, la recherche. Il est coprésident du laboratoire de pathogènes dangereux. Et vous avez peut-être déjà vu ses travaux sur des caractéristiques clés des programmes géographiques nationaux ou à 60 Minutes ou à la BBC ou à d'autres émissions internationales sur CBC, Radio-Canada Découverte et Télé-Québec. Il a été nommé le meilleur scientifique de l'année en 2015 par Radio-Canada. Un honneur très rare puisque ce n'est qu'une fois par année qu'il est décerné. Et nous sommes ici aujourd'hui pour l'entendre dire ce qu'il a fait, ce qu'il prévoit faire. Et il passera également de Winnipeg à la ville de Québec cet été pour diriger le Centre de recherche en infectiologie de l'Université Laval. Et nous vous souhaitons bien bonne chance, Gary. Je suis certain qu'on se reverra. Et pour moi, c'est un honneur particulièrement spécial que de le recevoir parce que nous ne nous connaissions pas il y a 1 an. On avait entendu parler l'un de l'autre, mais on ne s'était jamais rencontrés. Et je l'ai invité à la table du CRDI lors de la remise des prix Gardner, qui sont les prix les plus réputés dans le monde en santé publique. Et nous accueillons le docteur Peter Pion de Belgique, qui a co-découvert le virus de l'Ebola. Et dans son discours, il a parlé de 2 Canadiens qu'il voulait absolument mentionner parce qu'ils avaient aidé au développement du vaccin contre l'Ebola. D'abord, Joël Rioux, de Médecins sans frontières, la directrice internationale de Médecins sans frontières, qui est de Montréal, et à la table du CRDI, nous avions Médecins sans frontières Canada de représenter, et la deuxième personne était le Dr Gary Kobinger. Et Gary était aussi à ma table, ce qui a fait d'Alain Baudet à sa propre table et qui est venu me demander comment as-tu fait. Et j'ai dit, je travaille seulement avec les meilleurs. Alors, il en rit toujours. Et j'ai encore une anecdote à vous conter avant de lui donner la parole. Nous avons ici, dans l'auditoire aujourd'hui, notre plus jeune participant à tous ces événements qu'organise le CRDI. Alexandre. Alexandre a 7 ans. C'est le fils d'une de nos employés. Et Alexandre a une revue scientifique, Les Petits Débrouillards, où il a vu Gary et son histoire de chasseur de virus en Afrique. So he saw this in a youth publication on science. He saw Gary as Il a vu Gary comme un chasseur de virus dans son magazine et il a dit à sa mère, « Il vient à Ottawa, je veux le voir. » Alors aujourd'hui, Alexandre a pris congé de l'école pour rencontrer Gary. Et ce matin, il a même obtenu un autographe.
Alors, et vous pouvez le montrer dans votre magazine aussi. De t'avoir avec nous aujourd'hui. Et je pense que si Gary signe maintenant des autographes, il n'est plus le Wayne Gretzky de la recherche. Il est maintenant le Bono de la recherche. Parce qu'il travaille where the street have no name. Parce que ici, il croit que in one elf, qui est une chanson aussi de U2, mais surtout parce que Gary, c'est un gars qui peut vous convaincre que ça vaut la peine d'investir dans la recherche parce que ça fait un changement dans la vie des gens ici et ailleurs. Alors, je vous demande d'accueillir chaleureusement, please welcome warmly, Dr. Gary Kobinger. Merci. Merci à toi. And we will have a question period afterwards. Il y aura une période de questions à la fin. Merci. Bon, avec tout ce qui a été dit, je suis nerveux. Généralement, je suis bien calme, mais c'est comme si j'étais une grande invention, mais enfin. D'être venu ce matin, ça, c'était le plus beau remerciement que j'ai eu de t'avoir. Venir me dire merci. Fait que je suis encore super content que tu sois ici aussi pour la présentation. Merci beaucoup. Alexandre, il a fait un biscuit. Brownies. Un brownies. Puis c'est, comme il disait, c'est faire de la science que c'est la cuisine. Yeah, you're totally right. All right, so I'm gonna... Bon, alors, je vais vous faire une présentation un petit peu différente. Mais avant tout, je veux remercier Jean sincèrement de m'avoir invité. C'est tout un privilège pour moi que d'être ici. Chaque fois que je viens à Ottawa, je rencontre des gens incroyables. Nous sommes tellement nombreux à travailler vers un même objectif. Et avant de commencer ma présentation, je voulais dire que souvent, le vaccin, les traitements me sont attribués, mais je fais une grande divulgation ici parce que c'est une grande scène, vous savez, à Winnipeg, mais il y a des scientifiques qui étaient là avant moi, qui sont maintenant partis de là, qui sont en Europe, aux États-Unis, et surtout, ceux qui ont fait le gros du travail sont en Afrique, sur le terrain. Alors, c'est très important de le dire. Pour revenir à ma présentation, je vais essayer de repasser certaines choses avec vous pendant 30 minutes pour qu'on ait le temps de discuter. Et si vous avez des questions, j'y répondrai. Pourquoi c'est différent? Parce que la première partie de mon exposé, je vais essayer de vous montrer, enfin, je pense qu'il y a une entente qui veut que le vaccin d'Ebola n'est peut-être pas tout à fait concluant encore. C'est un projet qui est toujours en cours. Mais la réalité, c'est que c'est le seul vaccin qui ait fonctionné, le seul vaccin qui ait été développé et grâce au soutien de bien des personnes. Et tout est arrivé à point. C'est un vaccin et qui est une grande réussite jusqu'à maintenant. Et je veux m'en servir pour étudier ce qui a bien fonctionné, justement. Comment peut-on utiliser la même recette ou les mêmes processus ou le même genre de démarche pour nous attaquer à d'autres objectifs que nous avons, renforcer les capacités de l'Afrique occidentale, de l'Afrique en général et de l'Asie peut-être, mais on commence par l'Afrique. Alors, je vais vous expliquer comment non seulement, et c'est ce que dit le titre, non seulement pouvons-nous atteindre de grandes hauteurs, mais nous pouvons apprendre nous-mêmes aussi. Nous pouvons nous apprendre beaucoup de tout cela. Ce n'est pas un échange dans un sens seulement. Il est très important pour nous de participer à ces efforts. Et c'est le message que j'aimais vous transmettre aujourd'hui, vous convaincre à quel point. So, very briefly, for people who don't know how important infectious diseases are, I always like to point out that is Tout le temps souligner que cela représente 2 fois plus de décès que le cancer. C'est donc un gros fardeau pour la société humaine. Et au Canada, le cancer
reçoit à peu près 500 millions de financement par année et les maladies infectieuses, 150 millions. Bon, je ne veux pas qu'on diminue l'investissement dans la recherche sur le cancer, mais les maladies infectieuses, dans l'esprit de bien des gens, sont un problème du passé. Mais les antibiotiques ne fonctionnent pas contre les virus et les virus se transmettent facilement au cours des 30 dernières années, aussi à cause de la résistance aux bactéries. Le problème des maladies infectieuses ne cesse de croître. Et je sais pouvoir dire que ça ne va pas s'arrêter, à moins que nous ne l'arrêtions nous-mêmes. Cette diapo vient du NIH, de l'Institut de santé, et on le voit un peu partout. Vous voyez toutes les maladies infectieuses. Les noms ne sont pas particulièrement importants, mais je peux vous garantir que cette carte n'est pas exacte parce que le Canada a beaucoup de maladies infectieuses aussi, et nous faisons partie du reste du monde, de la communauté mondiale. Et quand on va pour aider quelque part, c'est pas seulement pour aider, mais c'est aussi pour aider la communauté internationale dont nous faisons partie et pour freiner ces maladies avant qu'elles ne se propagent. Alors, l'Ebola était une leçon très importante pour bien des gens, y compris moi-même. Et sur cette diapo du 11 août 2014, je l'aime encore parce que, sur le coup, quand l'épidémie était vraiment alarmante, et on a dit que c'était hors contrôle, mais maintenant, on sait que ça pouvait être contrôlé. Il y a de bonnes leçons à tirer de l'Ebola, y compris qu'il y a eu une autre éclosion, une autre épidémie en 2014, au même moment que l'épidémie en Afrique occidentale, dans la République démocratique du Congo. Et je vais vous montrer qu'en 3 mois, on a réussi à l'endiguer et ils ont réussi eux-mêmes. Et ce, parce que pendant 7 ans auparavant, il y avait eu de la collaboration entre ces gens-là et d'autres personnes. Ils ont renforcé les capacités et cela a fait une grande différence en 2014. Alors, pour revenir au vaccin et ce qu'on peut en apprendre, sur cette diapo, vous voyez qu'il y a 2 vaccins qui se sont rendus aux essais cliniques en phase 3. Le VSV, qui a été développé à Winnipeg. Et ce vaccin, VSV-EBOV, n'a pas été développé à Winnipeg en tant que tel, mais les premiers travaux, les premiers vaccins ont été développés au vaccin. La première publication sur cela, en 2006, venait de Winnipeg. Et là encore, je pense que c'est un bel exemple d'un endroit, un endroit seulement, mais un endroit qui a fait quand même une excellente contribution. Mais nous ne sommes pas seuls. Dans cette section, vous voyez que la démarche utilisée pour associer le vaccin avec son niveau d'efficacité était la vaccination circonscrite géographiquement. C'était très positif. Le vaccin peut être mis à la disposition, offert à des membres de la famille, des voisins, des amis, des gens qui sont autour. Ce n'est pas nouveau, ce concept. On s'en est servi pour la variole, mais on revient à ce principe parce qu'on ne s'en servait plus. Mais dans ce cas-ci, on l'a fait parce que le nombre de cas diminuait. C'était donc important de trouver un concept qui aborderait la question, savoir si le vaccin était efficace. Et quand on utilise cette nouvelle technique de vaccination, on peut en voir les résultats. Il y a une association ici parce que tous ceux qui ont été vaccinés, après 10 jours, ils étaient tous protégés. Personne du groupe vacciné n'a développé la maladie ou n'a été infecté. Donc, peut-on apprendre de tout cela? Je vais vous montrer une liste. Les noms à gauche sont des vaccins différents vaccins. Il y en a plusieurs. Comme vous le voyez, il y en a plusieurs. Et tous ces vaccins ont été mis au banc d'essai et dans un modèle différent. Il faut beaucoup de travail avant d'arriver à cette étape. Il faut y travailler pendant des années. Ça, c'est la dernière étape avant les essais sur les humains. Donc, ce sont des expériences qui demandent énormément de temps, énormément d'études
parce qu'il faut tout justifier et ce n'est justifiable que par le travail qui a été accompli. Mais regardez sur tous les vaccins sur lesquels on a travaillé. Il n'y en a que 2 qui se sont rendus à la phase 3. Et j'aime bien cette diapo que j'ai reçue d'un médecin à l'agence et qui dit, bon, on avait un vaccin pour sauver des animaux, évidemment, mais comment franchir l'étape qu'il faut pour que ça puisse être utilisé sur des humains? C'est encore une question qui reste ouverte. Je n'ai pas la réponse concluante. Je pense qu'il y a encore bien des éléments incertains qui restent à régler, mais pour appuyer le vaccin VSV, on a eu recours à l'utilisation ou l'usage compassionnel qu'on avait utilisé dans un laboratoire allemand. On croyait que Shelburne avait infecté un candidat, mais on savait que les néoprates menaient donc à une infection. Et avec l'Ebola, cela menait à la mort d'une personne. Mais le nombre de cas était assez limité. Alors, le vaccin a quitté Winnipeg et en 36 heures était rendu en Allemagne, a été offert à la personne qui avait décidé d'aller de l'avant pour le recevoir. Et on n'a jamais su si elle avait été vraiment infectée ou pas, mais le vaccin était sans danger, quoi. Ce n'était qu'un seul essai, mais tout le monde est devenu plus à l'aise et savait que ce serait efficace. Alors, l'usage compassionnel était très important. C'est quelque chose auquel il faut penser avec nos stratégies expérimentales. Ce qui a déclenché cette course aussi, pas la course pour gagner, mais ce mouvement très rapide de vaccins expérimental, de médicaments expérimentaux, était l'usage compassionnel au niveau de l'expérience qui s'appelait le ZIMA, qui a été également développé à Winnipeg. 2 Américains, Kent Brantley et Ribble au Libéria. Ceci a déclenché en 2 semaines une discussion à l'OMS. La discussion, c'était de savoir s'il était éthique de penser à un traitement expérimental et à un vaccin après une évaluation des risques. Et la réponse après une journée de discussion, c'était oui, catégorique. C'était donc un feu vert et tout le monde a pu aller de l'avant avec ses expériences. Et ça a fait accélérer le tout. Autre chose qui est importante, c'est que l'Agence de santé publique du Canada a décidé de donner 5 000 contenants au départ à l'OMS et l'OMS a reçu ces contenants et on m'a dit par la suite qu'ils ne savaient pas quoi en faire, les congeler ou quoi. Et ça a été réglé assez vite et ça a déclenché un mouvement massif chez l'OMS qui ne s'était jamais vu avant. Donc, c'était une bonne idée d'envoyer toutes ces doses pour stimuler, pour déclencher ce mouvement. Ici, sur cette diapo, je voulais vous dire combien de partenaires canadiens se sont unis, ont uni leurs forces pour intervenir en Afrique occidentale. Il y a eu la phase 1 ici avec Scott Powell au Canada. Et il y a une phase 1 aussi aux États-Unis et en Europe avant qu'on puisse arriver en Afrique centrale, en Guinée. Tous ces partenaires avec le CRDI, qui était un chef de file, tous ces gens ont été une pierre angulaire du mouvement. Mais il y en a eu d'autres. Le ministère de la Santé de Guinée a beaucoup contribué aussi parce que les essais se sont faits dans leur pays avec leurs chercheurs en tête. L'Institut norvégien aussi a contribué. MSF, Médecins sans frontières, ont joué un rôle très important sur le terrain, ont aidé. Et en fait, ils sont excellents à ces interventions logistiques. Et l'Organisation mondiale de la santé a joué un nouveau rôle qu'elle n'avait jamais joué auparavant. Et avant cela,
La Guinée avait partagé le virus. C'est comme cela qu'on a pu développer un vaccin, à commencer en 2001. Sans ces virus, nous n'aurions pu développer le vaccin. Alors, c'est une contribution très importante. Il faut reconnaître que c'est très important parce que sans ce partage ouvert des virus, tout ce travail n'aurait pas pu être possible. Alors, ceci a très bien fonctionné. En 1 an et demi, le travail qui aurait en fait dû prendre 10 ans a été accompli. Moi, je suis une personne très exigeante envers moi-même, mais envers les autres aussi. Les gens de mon laboratoire vous le confirmeraient. Ils m'aiment bien, mais ils me trouvent bien exigeant. Moi, j'ai le même problème, dit M. Lebel. Alors, cette année et demie pourrait être écourtée maintenant, surtout avec le recul. On sait ce qui a bien fonctionné, quels processus ont été efficaces, alors on saurait comment procéder avec différents scénarios. Et on peut avoir des processus qui feraient évoluer les vaccins expérimentaux plus rapidement, mais toujours de façon sécure. S'il y a un très faible taux de fatalité et un taux d'infection ou d'agression de 10 ça ne touchera pas beaucoup de monde. Mais si on est à 3 seulement et que vous avez un taux d'agression de 80 eh bien, on pourrait se retrouver comme avec la grippe espagnole. Cela avait tué 500 millions de personnes à l'époque. Alors, le fait est que cette question de santé publique touche tout le monde à l'échelle mondiale. Moi, ce que j'aime sur cette diapo aussi, c'était un petit peu au début de l'épidémie et Pork Bruce savait à l'époque que ces chiffres devaient être multipliés par 10 et ça a dépassé les 28 000 de cas confirmés et ont plus de 11 000 décès à cause de l'Ebola. Diapo bien simple ici. Il n'y a pas de pays qui puisse agir seul. Donc, la solution est simple. Il faut qu'on travaille ensemble. Et c'est ce que je veux vous expliquer maintenant. Comment peut-on aider? Comment peut-on contribuer pour nous-mêmes et tirer parti de cette collaboration pour nous et pour les autres? Voici comment une épidémie devrait être abordée. Vous voyez que c'est compliqué. Je n'ai pas de solution qui réglera tout en 2 mois. Mais ce que je voudrais ici pourrait s'appliquer dans bien des cas. Le programme que nous voulons lancer, et je pense que nous en avons reconnu le bien fondé, mais ça se fait déjà. Reste à décider si on veut y participer et si oui, bien dans quelle mesure. Et vous comprendrez que moi, je suis convaincue que nous devons y participer parce que nous avons beaucoup à gagner et la communauté internationale également. Le programme en est un de formation pour répondre aux événements de santé publique infectieuse en Afrique. On veut utiliser l'exemple de la République démocratique du Congo. Et nous voulons promouvoir les partenariats, y compris l'enseignement et le mentorat entre les pays africains. Et nous voulons pouvoir utiliser la recherche comme base pour soutenir tout cela. Parce que le défi là-bas, ce n'est pas qu'on peut faire quelque chose, avoir du financement pour 5 ans ou peut-être même 10 ans. Mais combien de temps est-ce que cela va durer? Eh bien, au Congo, maintenant, nous sommes à 16 ans et ça continue. Et je pense que c'est merveilleux que d'être arrivé à ce point-là. Non, ce n'est pas 16 ans. 9 ans. Bon, mais ça se continue. Et je trouve que 9 ans, c'est phénoménal comme contribution. Et la raison pour laquelle nous croyons que ce sera de grande valeur et pourquoi
l'Afrique, ça pourrait être l'Asie du Sud-Est où il y a beaucoup de pathogènes, mais l'Afrique a beaucoup de pathogènes dangereux qui peuvent se propager et causer beaucoup de problèmes, non seulement dans la cohésion sociale d'un pays, mais de tout un continent. Regardez ce qu'il y a eu comme impact en Afrique occidentale de l'Ebola, sur les voyages, sur le commerce. C'est quelque chose qui s'est produit en Afrique occidentale et qui pourrait se reproduire ailleurs, n'importe où ailleurs. Je ne veux pas faire peur à qui que ce soit. Non, je veux qu'on parle de solutions et que l'on se prépare à ces situations. Et la raison pour laquelle il faut souligner l'Afrique, c'est qu'il y a une très bonne structure. L'Afrique du Sud est un niveau 4. Alors, il y a des pays de niveau 3 en Afrique. Alors, les choses s'améliorent. Et la vision qui est proposée, c'est ce qui pourrait régler bien des problèmes de santé publique. Et ce, pas seulement pour la santé publique, mais la biosécurité aussi. Je suis bien heureux de voir M. Smith ici dans la salle après avoir passé des heures au téléphone parce qu'on est très concentré sur la biosécurité aussi. Alors, nous avons une belle occasion de conjuguer nos efforts. Et je ne suis pas le seul à le dire. L'Union européenne a un gros projet aussi pour bientôt. Les États-Unis, un projet qui est énorme. Et nous sommes plus focalisés maintenant. Nous travaillons de concert avec tous ces groupes. Nous sommes peut-être le petit chirurgien qui essaie de faire quelque chose de bien, bien précis. Sur cette diapo date de 2012 et tous les petits points qui ont un chiffre, ce sont les projets qu'on voulait faire en 2012. Et le bleu, c'est où se trouve l'Afrique occidentale. Et les endroits qui pourraient beaucoup profiter du renforcement de capacité. Les points rouges sont des endroits qui sont très forts. L'objectif du projet est de promouvoir, de rapprocher les pays qui sont très forts avec les pays qui en auraient besoin. Et nous avons beaucoup à apprendre de cela parce que nous apprenons énormément. Vous allez voir comment le Congo a répondu aux épidémies là-bas et les communications aussi. Les agents de communication savent communiquer avec la population, savent atténuer l'angoisse de la population et à bien transmettre le message public. Et c'est un des outils les plus efficaces. Le projet est en 2 phases, en fait. Alors, tout cela avance, ça évolue. Nous voulons donc y participer. La première phase, c'est la phase d'évaluation. Il ne s'agit pas d'imposer notre volonté, il s'agit de ce qu'eux, ils pensent devoir faire, ce qu'ils doivent faire également. Et le leadership doit venir d'eux, pas de nous. Nous sommes là pour les appuyer, on est là pour en faire partie et pour offrir notre aide. Mais ce projet est maintenant un projet scientifique, c'est un projet de recherche. Il ne s'agit pas des questions auxquelles nous voulons répondre, mais il s'agit de leurs questions. Alors, les questions qu'ils vont poser vont être intéressantes pour nous. Je vais vous donner quelques exemples plus tard. La deuxième phrase, il faut lancer la recherche. La recherche est quelque chose qui continue. Les pays s'intéressent toujours à la recherche. Les projets changent, bien entendu, mais ce n'est pas ça qui est important. Il faut renforcer la capacité. Ensuite, on a une capacité de recherche et cette recherche va vous amener les connaissances, les fonds également pour vous permettre d'acquérir les compétences telles que la diagnostic et travailler dans un environnement qui est sécuritaire pour ceux qui travaillent et pour le monde. Alors, ce programme-ci sera coordonné avec l'Union africaine, avec d'autres pays africains également. Je vous ai donné une petite liste. Il y a un projet en cours
menée par les États-Unis, par l'Union européenne également. Tout cela est relié au EDPLN, donc le réseau des laboratoires des pathogènes dangereux. Alors, il y a plus de 200 institutions qui participent. J'ai reçu la proposition des États-Unis. C'est toute une brique. Ça couvre ou ça comporte beaucoup d'éléments. Mais leur approche est très différente. Et établir un lien entre eux, ça va être profitable aux deux. Alors, c'est vraiment le modèle dont on veut se servir dans d'autres régions par la suite. Alors, les résultats voulus. Une feuille de route précise pour le lancement, l'exécution d'un programme de formation axé sur une plateforme de recherche robuste. C'est notre première ligne de défense, si vous voulez, et il faut gérer les biorisques, etc. Now, I'm going to show you just a few examples. Alors, je vais vous donner quelques exemples, en fait, de ce que peut faire cette recherche, mais ce n'est pas à nous d'imposer la façon de faire. Je voulais donner quelques exemples. Ici, il s'agit du virus Ebola qui, quand les gens parlent du concept, c'est ceci, c'est l'environnement, c'est les animaux, c'est le côté humain, la chaîne alimentaire, les vaccins, la conception des vaccins. C'est un projet de ce genre, un projet de recherche de ce genre va amener donc au renforcement de la capacité et va permettre au pays de pouvoir détecter la présence de virus. Alors, tous ces éléments peuvent être abordés de façon globale, de façon mondiale, et on peut faire beaucoup de choses. J'aime bien ces diapositives. Je ne sais pas si je comprends vraiment ce que ça veut dire. Ça vient d'un collègue, mais je vais répéter ce qu'il m'a dit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Et alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est très, très intéressant. Vous avez besoin d'un téléphone intelligent, une application, c'est donné au médecin, un lieu donné. Disons que le lieu X et le médecin diagnostique son patient. Ensuite, ils saisissent leur diagnostic en se servant de leur téléphone mobile. Mais disons que c'est l'anthrax. L'anthrax, alors confirmé, c'est saisi dans le téléphone mobile et ensuite on prescrit les antibiotiques. Tout cela est saisi dans l'application. C'est très simple. Ça prend les données des centaines de médecins qui travaillent dans une région donnée. C'est envoyé à un serveur. Le serveur fait l'analyse, va faire l'analyse et va, sur une période d'un mois, disons, va pouvoir prévoir l'émergence de résistance. Et au lieu de l'attendre, on peut donner des options aux médecins. Vous devez peut-être utiliser cette famille d'antibiotiques si vous y avez accès, par exemple. Et on a constaté dans le cadre de ce projet que si on fait 3 cycles d'analyse, on revient au point de départ avec le même niveau de sensibilité. Alors, c'est un autre projet qui doit être donc mis en œuvre sur le terrain. C'est un bon projet. Alors, ça donne donc la capacité aux ordinateurs d'apprendre sans qu'on ait un logiciel spécial. On a besoin de formation tous, n'est-ce pas? Alors, ensuite, on a la plateforme des vaccins. Ça, c'est la prochaine diapositive. C'est la plateforme de vaccin qui a été utilisée dans le cas du virus Zika. Alors, ça a été mis à l'essai ici au Canada, à l'étape 1, à Winnipeg. On a fait un essai au niveau 1. Et le vaccin a donné de bons résultats. Alors, c'est beaucoup plus efficace chez ceux qui ont plus de 65 ans que d'autres vaccins qui sont disponibles.
Alors, il y a d'autres essais cliniques qui sont en cours au Québec. Alors, le vaccin contre le Zika va être mis à l'essai en été, une fois qu'on aura l'approbation de Santé Canada. Alors, le vaccin a été utilisé pour le HPV. C'est le seul vaccin qui peut prévenir et également guérir cette maladie. Il y a des données pour le prouver. Quand c'est donné aux femmes qui ont les HPV, qui ont des lésions, les lésions disparaissent dans beaucoup de cas. Alors, c'est une plateforme qu'on a on a décidé de mettre à l'essai pour le cas du virus Zika. C'est injecté, le vaccin disparaît, ça ne reste plus dans votre système, mais ça a un effet positif. Et ce genre de vaccin, c'est quelque chose qu'on veut envoyer en Afrique parce que ça ne coûte pas cher, c'est une technologie peu chère, c'est très stable. On peut le laisser à 4 degrés pendant des années et ça continue à fonctionner. Donc, il y a un bon profil. Il y a une autre étude, et j'aime beaucoup cette étude, moi, et ça vient de la République démocratique du Congo. J'ai eu des discussions avec le directeur général du laboratoire au Congo. Il pense en fait qu'il y a une grande incidence d'éclosion d'Ebola à côté des fermes. Alors ici, on a un porc, c'est un cochon de la rivière Rouge. C'est un cochon qui est présent à côté des régions où il y a une éclosion de l'Ebola. Donc, on a prouvé en fait que les chasseurs qui chassent ces cochons tombent souvent malades. Alors, on a toutes les données. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans le cadre de la projet de recherche? Ils ont ouvert le parc. C'est la première fois dans l'histoire qu'on a décidé de faire une étude. Là-dessus, ils vont nous permettre de les accompagner et de prendre des échantillons chez ces animaux sauvages. On va les piéger, on va les anesthésier, on va prendre un échantillon. Alors, on veut tout simplement voir s'ils sont porteurs d'Ebola et d'autres maladies infectieuses. Alors, un autre exemple d'un projet au Congo, c'est un échantillon environnemental. Alors, c'est pour être détectif sur le lien pour constater où se trouvent les derniers cas lors d'une déclaration de maladie en 2012. On prend les échantillons et on trouve qu'on constate la présence du virus 10 jours après le dernier cas de personnes malades. C'est comme ça qu'en 2012, ils ont stoppé l'éclosion. Alors, la dernière boîte, là. Alors, le dernier, eh bien, en fait, on a pu vraiment couper, arrêter la transmission et mettre fin à l'éclosion. C'est un autre projet très intéressant. Et j'aimerais vous montrer pourquoi on pense que ça va fonctionner. Ça fait la une. Alors, comment le Congo a vaincu l'Ebola? 2 déclarations de maladies, deux résultats très différents. Dans l'Afrique du Ouest, des dizaines de milliers de personnes en sont morts et aux Républiques démocratiques du Congo, 49 morts. Il y avait déjà 12 cas quand on est arrivé sur place. La plupart de ces gens-là sont décédés. Le ministre de la Santé était là. Il est dormi à la Belle Étoile avec le secrétaire également, et ça a fait toute la différence. Ça a réuni tout le monde pour contrer cette éclosion. Et voici, vous voyez leur labo en haut. On voit donc l'échantillonnage environnemental. Alors, moi, je ne suis pas la personne qui prélève les échantillons. Jimmy est médecin en République démocratique du Congo. Lui, il est à la tête de ce centre de recherche. C'était fantastique pour moi d'y être. Le labo qu'ils avaient construit quand je suis arrivé, eh bien, ça, j'ai constaté que 80% de leur équipement étaient des équipements qu'on leur avait donnés. Et Jim en est responsable maintenant. Alors, quand on va regarder le site web de l'OMS,
J'aimerais dire que ce n'est pas grâce à nous. Ce n'est pas grâce à nous, c'est grâce à beaucoup d'intervenants. Donc l'OMS dit en fait grâce donc à l'aide technique robuste de l'OMS. Je suis d'accord. Les médecins sans frontières n'ont jamais réclamé le crédit pour l'éradication de cette déclaration. Et le CDC également étudie la petite variole chez les singes dans la forêt tropicale depuis un certain temps. Et on voit ici donc une machine qui a été donnée par les Américains. C'était pour tester les singes. L'autre en fait a été emprunté par un autre organisme. Et c'est de cette façon que ça a fonctionné. Alors, ensemble, l'entente n'est pas importante. C'est très bien de voir que tout le monde dit qu'ils ont fait une contribution. Il y avait beaucoup d'intervenants. Et c'est pour cela que ça vaut la peine de renforcer les systèmes sanitaires partout dans le monde. Et on voit donc la conclusion sur le site web du CDC. Dernière diapositive maintenant. On a beaucoup aidé. On a aidé beaucoup de gens. D'autres pays ont aidé l'Union européenne, les Américains, la Chine, l'Asie, l'Union européenne. Mais qui a fait le véritable travail sur le terrain des gens de Guinée, de Sierra Leone et de Libéria également? C'est eux qui ont vaincu l'Ebola. C'est à eux également de nous montrer comment mieux gérer ces éclosions. C'est une bonne possibilité pour eux de nous montrer comment faire. Ici, on voit donc les objectifs et j'aimerais les répéter. J'aimerais terminer en vous disant ce qui suit. Comment est-ce que ça cadre avec mon installation au Québec? Vous quittez le Winnipeg, les gens me disent, mais alors il y a un collègue qui m'a dit en fait que je ne quitte pas Winnipeg, vous élargissez notre champ d'action à Québec. Maintenant, j'ai un projet qui va être lancé à Winnipeg dans quelques mois. C'est un projet très intéressant et j'ai élargi mon champ d'action. Des gens me demandent des fois. Moi, je ne vis plus au Québec depuis 23 ans. Je rentre chez moi au Bercail. Je dois une dette envers l'université qui m'a formé. Je vais aider également les enquêteurs jeunes, les jeunes enquêteurs. J'aimerais vous montrer la structure que je suis en train de mettre en place. Alors, c'est ça qu'il nous faut partout au Canada. Il faut au moins un de ces centres dans chaque province. Ça s'appelle IRID. Alors, réponse rapide aux maladies infectieuses. Donc, il faut détecter les pathogènes avant qu'il y ait une éclosion. Il faut utiliser des nouveaux outils diagnostiques dont les approches métagénomiques. 320 000 pathogènes n'ont pas encore été découverts. C'est énorme. Des pathogènes infectieux. C'est fou, hein? Moi, je vais prendre ma retraite avant de découvrir tous ces pathogènes. Ensuite, il y a un autre pôle qui porte sur l'élaboration de vaccins rapidement. Alors, on va dire, écoutez, il y a une éclosion Zika, voici le vaccin le plus efficace. Pourquoi? Parce qu'on a des données à partir de l'éclosion du virus du Nil occidental. Et à partir de cela, on peut l'élargir à d'autres maladies. Ensuite, il y a l'évaluation clinique. Le Québec est très fort là-dedans. Il y a plusieurs sites, plusieurs centres qui travaillent là-dessus. On aura les données en matière de sécurité. C'est la première étape. Il y aura donc la première étape des essais cliniques cet été. Ça ne donne pas un permis à manufacturier à fabriquer ce vaccin, mais ça nous donne un vaccin dont on peut se servir, qu'on peut administrer.
Alors, si on collige les données sur la sécurité de ces vaccins, ça coûte 300 000 $ pour ce faire. Quand on pense aux milliards de dollars qui se dépensés ailleurs, ce n'est pas un investissement de taille. Et ensuite, il y a l'infrastructure, alors, un centre qui stocke, qui entrepose tous les nouveaux vaccins, tous les nouveaux traitements qui sont disponibles. Et on peut puiser là-dedans. Et c'est tout. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Il me ferait plaisir maintenant de me répondre à toutes vos questions. Merci. Merci, Gary. I'll let you Thank you. sit. Alors, je vais vous permettre de vous asseoir et de prendre une gorgée d'eau avant de passer à la période des questions. Et pour vous donner un petit répit, je vais raconter une anecdote. J'étais avec Gary ce matin et quand il était jeune, il voulait être un astrophysicien et il voulait étudier l'univers, le cosmos. Et à un moment donné, sa carrière a évolué pour se concentrer sur les virus, qui est peut-être l'organisme vivant le plus petit du monde. Alors, c'est un homme d'extrême et je pense que votre présentation, Gary, nous présente des éléments, des informations très importantes. Les maladies infectieuses sont toujours présentes au monde. La situation au Canada est très différente de celle en Afrique occidentale, par exemple, mais il y a plusieurs virus ici. Et également, la deuxième chose que j'ai compris de votre présentation est le travail sur le virus Ebola n'a pas été fait par concurrence, mais plutôt par coopération. Et l'investissement en fait dans les vaccins n'a pas été perçu comme étant une solution. Ça vous a pris 15 ans pour élaborer ou concevoir ce vaccin. Alors, ceci est un concept qu'on ne comprend pas. C'est un peu comme un menuisier qui a une perceuse. Ça, c'est la plateforme et on change la mèche et en changeant la mèche, eh bien, on change le type de vaccin. On peut avoir la perceuse. Ça vous donne la possibilité de percer des trous partout, mais avec la plateforme et la perceuse, on change la mèche, on a l'Ebola, donc on change la mèche et l'adapte au virus Zika. Et on peut changer la mèche encore pour l'adapter à la grippe, par exemple. Ces plateformes sont très puissantes parce qu'on voit une évolution du côté de l'immunisation. On peut s'en servir pour immuniser les gens contre plusieurs maladies en même temps et on peut développer les vaccins plus rapidement. Dans le cas de Zika, vous dites que vous travaillez depuis 2 ans sur le virus de Zika et on commence à mettre à l'essai la première phase. Alors, certains d'entre vous n'allez pas comprendre la première phase, deuxième étape, troisième étape. La première étape, c'est pour vérifier la sécurité du vaccin. Deuxième étape, c'est de voir s'il y a une réaction immunitaire. Alors, troisième phase, c'est de le mettre à l'essai sur le terrain pour voir si c'est efficace. Et quatrième étape, c'est la commercialisation et l'utilisation du vaccin. C'est remarquable de voir que dans le cas du virus Zika, c'est incroyable de voir qu'on va passer à la première phase pour vérifier la toxicité du vaccin. Pourquoi? Eh bien, c'est la première étape qui va nous mener à une solution en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud également. On sait que le Zika est là pour rester. Gary me disait ce matin que le virus Zika se trouve dans d'autres animaux, pas seulement chez les êtres humains, mais chez les singes, chez les autres mammifères également. Donc, ça va circuler dans le monde. C'est important d'envisager des solutions et les vaccins font partie de notre trousse à outils, n'est-ce pas? Alors, la dernière chose que j'ai compris de votre présentation, alors, si vous allez donc contrer les maladies, il faut travailler en collaboration avec d'autres.
Alors, vous devez penser à long terme. Les investissements ne doivent pas être sur une seule année, mais sur plusieurs années. Et de cette façon, vous allez réussir pour ce qui est du Congo et arrêter l'éclosion de l'Ebola. Eh bien, je pense que ça en dit long. Et les gens doivent le savoir parce que c'est possible. On a connu la même situation dans le nord de l'Ouganda en 2000, où il y avait 400 cas, et parce que l'hôpital savait quoi faire, à 600 km de la capitale, on a pu stopper, endiguer cette éclosion. Ce n'est pas quelque chose qui fait couler beaucoup d'encre parce qu'on voit les gens qui meurent de l'Ebola, mais il y a une façon pour nous de contrôler ces maladies. Donc, passons à la période de questions. Si vous avez des questions. Votre nom, très brièvement, votre question ou votre commentaire. So please, come to... Alors, présentez-vous au microphone, donnez votre nom et posez votre question ou faites votre observation. Please. My name is Bruce Couchman. Bruce Couchman, je me demandais si le conflit militaire et la guerre civile au Congo avaient nui à la distribution du vaccin. Ou est-ce que c'était au lieu de l'éclosion, ou est-ce qu'il y a des endroits où vous n'avez pas pu distribuer le vaccin? Le vaccin n'a été distribué qu'en Guinée. Vous avez raison, au Congo, il y a des conflits du côté Est. Nous sommes allés une fois pour une éclosion qui était près d'une zone de conflit et nous étions à 100 km seulement d'un centre de rebelles, une enclave bien connue de rebelles. Et nous étions un peu nerveux. Et moi, je pensais que 100 km, c'était assez loin, que personne ne viendrait nous enlever en quelques heures. Mais le fait est que les communautés là-bas sont vraiment très bien. Et on peut sonner l'alarme assez vite. Enfin, ça n'a jamais été un problème, vraiment, à vrai dire, les conflits. Mais les conflits nuisent, par contre, peuvent créer des problèmes aux infrastructures parce qu'ils détruisent de l'infrastructure qu'il faut des années pour rebâtir. Et c'est ça les pires répercussions que l'on retrouve un peu partout. Parce que l'infrastructure, cela comprend même les routes à certains endroits. Il n'y avait même plus de routes. À un moment donné, on est allé à 600 km, mais 4 jours de route pour parcourir cette distance. On n'est arrêté que 6 heures la nuit seulement pour essayer de dormir un peu dans la voiture. Alors oui, ça n'aide pas, ça n'aide en rien. Et on voit aussi dans la représentation de Joanne Liu à l'Assemblée des Nations unies, elle a demandé qu'on arrête de bombarder les hôpitaux parce que bien souvent, ce sont les centres où on développe ces vaccins aussi. Alors, je pense que on va en discuter d'ailleurs à l'Assemblée générale de l'OMS dans quelques jours. D'autres questions? Commentaires? Damien? Fédération des journalistes en sciences. J'essaie de comprendre la dynamique, l'aspect réponse. Comment cela se rattache à la santé du public en général dans ces pays? On sait qu'en Afrique occidentale, il y a eu de sérieux effets sur la santé générale. Il y a une épidémie maintenant en Sierra Leone de variole, Et quand vous avez préparé votre plateforme de réponse au Congo, est-ce que cela tient compte du fonctionnement du reste du système quand il y a une urgence? Ben, oui, en fait, il y a eu un impact énorme sur l'Ebola. L'épidémie d'Ebola a fait fermer bien des services normaux et le nombre de mortalité infantile ou à la naissance a beaucoup augmenté parce qu'il n'y avait plus de cliniques ouvertes. Tout devait se faire à la maison. Et ça, ce n'est qu'un seul exemple.
Les gens se brisaient des jambes ou des bras, mais ne pouvaient accéder à des soins médicaux parce que les cliniques médicales étaient fermées. Alors oui, c'est très important. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est d'apaiser ces situations. On s'intéresse surtout aux pathogènes à fortes conséquences, mais en même temps, il faut qu'on les aide à d'autres niveaux. Écoutez, ce sont les mêmes techniques qui entrent en jeu, que l'on veuille déceler des pathogènes A qui sont courants et qui sont à faible conséquences ou le pathogène B qui pourrait avoir de fortes conséquences. Alors, on se sert de cette plateforme comme un moyen de stabiliser les situations. Please. RDI. Ma question porte sur le vaccin du Zika. Si vous obtenez une réglementation, où allez-vous le mettre à l'essai d'abord? Eh bien, avec les partenaires, nous avons déjà un niveau 2 de planifié au Porto Rico et j'espère aussi à Cuba. Mais peut-être que c'est un peu tôt encore. Je dis cela, mais on est aux toutes premières étapes, là. Mais cette phase a déjà été planifiée, mais là encore, il reste encore beaucoup de travail à faire. Mais nous sommes très optimistes pour ce qui est des échéanciers. Nous espérons que la phase 2 pourra commencer après 3 mois après l'achèvement de la phase 1. Donc, on s'est dit probablement au début 2017, ce qui est très rapide parce que la phase 2 nous révélera si le vaccin présente des avantages ou non. Peut-être qu'on peut accomplir l'inverse de ce que l'on recherche. Alors, s'il y a des effets secondaires aussi, alors peut-être que ça pourrait accroître le niveau d'infection, je ne sais pas. Alors, c'est ce qu'on saura dès lors. Cette maladie est associée avec la microcéphalie, mais il y a aussi de plus en plus d'associations avec le Guillain-Barré. Et alors, il est toujours possible que les vaccins créent des conditions qui puissent accroître, aggraver les situations. Donc, c'est ce qu'il nous faut contrôler, comprendre ce qui se passe. Mais dans l'ensemble, on trouve toujours une solution. Il faut y arriver, par contre, plus vite maintenant. Identifier les avantages, les inconvénients. Et quand... nous espérons évidemment réussir à éliminer tout risque de contracter le Guillain-Barré. Gary, vous soulevez quelque chose d'intéressant parce que les vaccins ne réussissent pas toujours, hein? Non, ils n'arrivent pas à la 4e phase. Prenez le Zika, qui est transmis par un maringouin, un moustique, qui pique le jour. Et il se retrouve beaucoup en milieu urbain. On sait qu'il peut se reproduire dans une bouteille de Coke avec un peu de liquide au fond. Il y a le soleil qui brille. C'est que ça sert d'incubateur, finalement. Alors, que pourrait-on faire d'autre? C'est peut-être pas votre domaine, votre sphère de compétence, mais est-ce qu'il suffit de travailler sur les vaccins seulement? Ah non, justement, maintenant, on se concentre sur le contrôle des vecteurs. On sait qu'il y a eu beaucoup d'effets bénéfiques contre le paludisme, par exemple, parce que quand on contrôle le vecteur, on contrôle la maladie comme la fièvre dengue. Alors, le vaccin n'est qu'une des solutions. Mais au final, quand on veut vraiment protéger une population, on peut essayer parfois d'installer bien des moustiquaires partout, de toujours se couvrir le corps. Mais à un moment donné, si vous êtes dans un pays où les moustiques sont porteurs du virus, moi, je ne sais pas, à Winnipeg, il y a aussi beaucoup de moustiques, hein?
Et puis, ils sont gros. J'entends dire qu'ils sont énormes. Oui. Autre question. Affaires mondiales Canada. Compte tenu de ce que vous avez dit sur le vaccin, est-ce qu'on pourrait abaisser le niveau d'installation où se fait la recherche? Au lieu de faire tout le travail dans la phase 4, on pourrait le faire avant, peut-être? Eh bien, comme chef d'un programme de pathogènes spéciaux, depuis longtemps, je serais bien d'accord avec cela parce que, à l'heure qu'il est, l'Ebola, selon la définition, ne se classe pas comme un pathogène de niveau 4 parce que pour être numéro 4, de niveau 4, il ne doit pas y avoir de vaccin. Le contre-argument ici, c'est qu'il n'y a pas de permis, mais on peut vacciner. Mais mettrons cela de côté, disons qu'on peut vacciner les gens. Eh bien oui, on pourrait diminuer les niveaux de ces vaccins, c'est vrai. Je ne sais pas si ça se fera, je ne pense pas que ça se fera de mon vivant, mais peut-être qu'un jour, ça viendra. Mais tout ce que vous dites est tout à fait logique. Dans certains pays, regardez l'Afrique du Sud, le CCHF, la fièvre hémorragique, la pire qui soit connue, est un pathogène de niveau 3 parce qu'elle est endémique. Pour eux, il ne serait pas logique de mettre un niveau 4. Donc, ces niveaux relèvent de la décision spécifique des pays. Mais vous avez raison. Normalement, quand on développe un traitement et en plus un vaccin, ça ne se qualifie plus en tant que tel selon la définition à un niveau 4. Et pathogène type 1, 2, 3, 4, c'est un système qui définit le niveau de danger du pathogène. Niveau 1 est plus ou moins mineur. Niveau 4, c'est quelque chose qui vous tue et rapidement. Et quand on parle de laboratoire d'un niveau 1 au niveau 4, c'est l'infrastructure qui est nécessaire pour travailler avec les pathogènes est tout à fait différente à ce moment-là. Pour un niveau 4, c'est là que vous voyez les gens en costume de cosmonaute, avec de la pression d'air qui repousse les pathogènes. Si jamais il faut porter plusieurs couches de vêtements, il faut passer par un sas avant d'aller au laboratoire. En sortant de là, il faut complètement se laver, changer ses vêtements avant de rentrer chez vous. Alors, le laboratoire de niveau 4, je pense qu'il n'y en a qu'un seul au Canada, non? 2 dans le même immeuble. 1 pour les pathogènes humains. À Winnipeg, où vous êtes. Alors, voyez-vous, ça, c'est le laboratoire de très haute technologie où il faut être très prudent quand on travaille là parce que ce pathogène peut s'enfuir et pourra vous trouver, c'est certain, et vous manger tout cru. C'est la raison pour laquelle on parle de ces différents niveaux, parce que c'est très important quand on parle de développer un vaccin et de faire des essais. Et en plus, ça coûte cher. Si on n'en a pas, on peut bien oublier toute la recherche là-dessus qui empêcheront la propagation de ces maladies. Oui, encore un mot. C'est important de rétrograder un pathogène parce qu'à ce moment-là, on ouvre la porte à la communauté scientifique qui veut poursuivre le travail. Parce que quand on maintient quelque chose au niveau 4, aux États-Unis, il y en a déjà beaucoup. En Europe, ça se développe beaucoup. J'espère qu'on en aura un autre labo au Canada. Mais pour l'instant, c'est tout. Et si la responsabilité revient à une très petite communauté qui ne peut pas faire grand-chose parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Donc, si on rétrograde un agent et que tout le monde peut travailler là-dessus, bien, le travail se fait très vite. C'est ça qui est important. Merci de votre exposé. Je suis David et j'ai un commentaire surtout. Oui, je pense que quand on parle de santé publique et collaboration, il faut penser aussi à l'aspect social. On finance encore le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme. On essaie de faire beaucoup de rattrapage aussi en essayant de passer maintenant de l'Ebola au Zika. On change le financement de l'Ebola pour lutter contre le Zika.
à cause des nouvelles espèces qui arrivent dans le sud, mais si on avait une structure comme vous le suggérez, je pense qu'il devrait y avoir aussi un fonds mondial pour la santé. Mais je ne pense pas qu'il y ait la volonté politique de le faire. Peut-être que le CRDI pourrait s'occuper de cela? En fait, c'est une bonne question. On en a parlé aujourd'hui justement avec un expert et vous avez un point de vue très exact des défis que nous devons relever. Alors, Gary, à vous de répondre. Pouvez-vous répéter la fin de ce que vous avez dit? La politique est surtout biomédicale. Hein? C'est donc très vertical au lieu d'être horizontal. Oui, c'est vrai. Très bonne observation. Vous m'avez fait penser à quelque chose. Oui, on essaie toujours de se rattraper, quoi. Et c'est pour ça qu'on a aussi dit qu'en investissant dans des plateformes qui seraient assez souples pour être adaptées à différentes applications, et pas seulement cela, mais des processus aussi, comme je l'ai dit, il faut avoir des discussions éthiques avant que le problème survienne. Et Jean a mentionné quelque chose aussi de bien intéressant à laquelle je n'avais pas pensé avant, et c'est vrai. Dans notre système démocratique, on change de gouvernement tous les 4 ans. Alors, c'est plus compliqué de prendre des engagements d'investissement à long terme parce que le gouvernement ne pense qu'à son mandat de 4 ans. Et ce n'est pas une critique que je fais, mais c'est une réalité, en fait. Et si quelqu'un disait, bon, je vais vous donner un exemple où le gouvernement, un gouvernement se projette, disons, dans 10 ou 15 ans, 20 ans. Alors, ce n'est pas applicable de façon générale, mais pour certaines choses, je pense que ce serait peut-être possible. Vous m'avez fait penser à quelque chose. Et je vais partager cela avec vous parce que c'est vrai qu'on essaie toujours de se rattraper. Et je pense qu'on a eu beaucoup de chance, nous, au Canada, jusqu'à maintenant, parce qu'on n'a pas eu vraiment de gros problèmes. L'influenza en 2009, on a eu le SRAS, pas tellement de cas non plus. Il y en a eu beaucoup. Ça a coûté très cher à la ville de Toronto, mais ça n'a pas vraiment coûté beaucoup de vies. À l'heure actuelle, il y a 4000 enfants au Brésil qui sont atteints et chacun de ces enfants coûtera 5 millions de dollars pendant sa vie. Alors, c'est un coût énorme, sans parler des coûts de perturbation sociale. Alors, on a beau dire qu'il n'y aura pas de moustiques ici, on sait qu'ils ne sont pas ici en ce moment. Il est peu probable qu'ils migrent jusqu'ici. Mais avec le Zika ou toute autre chose, je ne veux pas faire peur à qui que ce soit, mais je pense qu'il faut quand même se concentrer sur des solutions, des processus simples pour qu'on puisse réagir encore plus vite, pour qu'on puisse soulever des questions de façon plus perspicace, parce qu'on a beaucoup d'exemples de ce qui n'a pas très bien fonctionné, ce qui a bien fonctionné, donc, et on sait comment améliorer les choses. Alors oui, vous avez raison. Il ne faut pas oublier non plus qu'au début du siècle, la ville d'Ottawa était la dernière au Canada où il y a eu un cas de paludisme. Il y avait une transmission parce que le moustique était présent à l'année longue. En hiver, le maringouin ou le moustique vivait sur les chevaux, les petits mammifères que les gens gardaient dans leur étable ou dans leur cour arrière avant l'invention des voitures. Et le vecteur est arrivé à Ottawa par le canal Rideau, qui a été creusé donc par des migrants, bien souvent, qui étaient porteurs de paludisme. Donc, pendant quelques années, en 1919 ou 1920, le paludisme était présent ici. Les gens ne le savent pas. L'eau, l'hygiène, construction d'égouts ont permis d'éliminer cette maladie. Mais le potentiel demeure. Il faut faire attention de ne pas semer la terreur non plus, parce que je ne pense pas qu'on croit en ce facteur de panique. Non, ça ne fonctionne pas. Mais
ce que fait Gary et le CRDI, c'est préconiser la recherche pour améliorer le sort du monde. Il faut faire ce travail, oui, parce que avant qu'il y ait les crises, parce qu'une fois que la crise explose, on ne peut plus. Mais à l'heure actuelle, on a le temps de réfléchir, de développer des protocoles, de regarder quelle est la situation, la réponse à donner. Vous avez le temps de renforcer les capacités. Et quand les gens commencent à mourir, comme vous l'avez vu, de vos yeux vus, ce n'est pas le temps de faire de la recherche, c'est le temps de trouver une solution et de réagir à une crise humanitaire. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas oublier quand on voyage dans le monde. Il y a beaucoup de transports, de migration, des situations de conflit, les changements climatiques. Tout cela contribue au changement. À quel point, on ne le sait pas. Mais on sait que par le processus de recherche, on trouvera de meilleures solutions. Je ne veux pas vous faire peur. Ce n'était pas mon intention, mais il ne s'agit pas de la peur. Quand j'ai dit qu'on est chanceux, alors peut-être ce n'est pas seulement une question de chance, c'est parce qu'on a fait certaines choses qu'il fallait faire. Il y a également il y a les maladies infectieuses, mais il y a d'autres maladies également qui existent. C'est une question de priorité. Il faut qu'on s'en occupe de façon optimale. Nous avons 3 dernières questions ou observations. Alors, messieurs, madame, s'il y a d'autres questions, eh bien, Carrie va rester après la partie formelle de cet après-midi. Merci surtout de nous rappeler de l'importance des partenariats et des collaborations pour la santé publique. Mon nom est Renaud Boulanger. Je suis avec le Comité consultatif d'éthique de la recherche du CRDI. Je voudrais revenir un peu au plan que vous avez présenté aujourd'hui, un peu de renforcement des capacités des systèmes de santé, mais aussi de la recherche, des capacités en recherche. Puis, c'est probablement un peu mon intérêt personnel, donc une déformation professionnelle, mais je suis un peu curieux de savoir votre opinion quant à la possibilité du manque de capacité locale en éthique de la recherche de dérailler d'une certaine façon un peu ces projets de renforcement de capacité. Il y a énormément de ressources, comme vous avez dit, qui sont investies au niveau européen, américain, canadien, on l'espère, pour ce renforcement de capacité en recherche, mais est-ce que justement le manque de capacité au niveau local en éthique de la recherche pourrait dérailler un peu ces efforts-là? Merci, Renaud. Gary, on va prendre la série de questions. Monsieur, sir? Thank you. My name is Solomon Azombiande. Salomon Azomé du Cameroun, du Haut-Commissariat du Cameroun. Alors, je vous félicite, en fait, de votre présentation. Il vient de poser la question que je voulais poser. Je veux savoir un peu plus sur le renforcement de la capacité au niveau local, sur le terrain, si vous voulez. Vous avez cerné certains pôles, si vous voulez, certains domaines, je ne sais pas comment les appeler, mais j'aimerais savoir ce que vous allez faire exactement pour renforcer la capacité et favoriser la coopération en général. Dernière question. Je suis Parnali. Je travaille avec le MIL. J'ai commencé en 2012. MIL, c'est quoi? Dans le même laboratoire que vous. Alors, moi, je viens de l'Inde. Et c'est là où j'ai fait des études avancées, en fait, au Canada. Alors, j'aimerais poser une question sur le renforcement de capacité. Alors, les pathogènes classe 4, les facteurs importants dont il faut tenir compte. Ce genre de collaboration, je veux savoir ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez ce qu'on peut faire dans le cadre du renforcement de capacité? Donc, bien entendu, il faut identifier les pathogènes et diagnostiquer les maladies en Afrique. Est-ce que c'est possible de renforcer la capacité à ce niveau par le biais de la collaboration, donc de façon verticale au lieu de la façon horizontale? Alors, dans quelle mesure c'est possible, étant donné les autres priorités dans ces pays en voie de développement? The answer is yes. You can focus on. La réponse est oui.
affirmative. On peut mettre l'accent sur l'identification de nouveaux pathogènes. On pourrait le faire ici au Canada. Il y a des projets en cours au Canada qui font des échantillonnages pour essayer d'identifier de nouveaux virus, de nouveaux pathogènes. La réponse est affirmative. Alors, il faut vraiment mettre l'accent sur ce qui est important pour eux. Moi, je peux spéculer sur ce qui leur est important. J'ai passé beaucoup de temps là-bas, donc j'ai une bonne idée, mais il faudrait que ce soit eux qui nous le disent. Ce qui est important, c'est d'avoir la capacité de faire cela, justement. Donc, il faut qu'on mette l'accent là-dessus. Ce qu'on identifie, en fait, est secondaire, à mon avis. Quand on le fait, on ne le fait pas en silo, en vase clos. Non. Et il y a la biosécurité, la formation. Et il faut faire en sorte que les connaissances et que la formation restent après, perdurent. Alors, ils choisissent leurs propres gens, mais eux, ils choisissent les gens qui savent vont rester, qui vont pouvoir retenir. Donc, il y a plusieurs défis, mais la réponse est oui. C'est une bonne possibilité pour faire des découvertes. Il n'y a pas le seul projet, il y en a d'autres également, mais c'est bien quand les gens dans leur propre pays y participent parce qu'ils savent ce qu'il faut faire. Alors, ça, c'est la première question. Pour ce qui est de comment renforcer la capacité, il faudrait qu'on aborde leur champ d'intérêt. En République démocratique du Congo, par exemple, en 2007, ils avaient zéro capacité pour détecter l'Ebola. Zéro. Tous les échantillons devaient être envoyés à l'extérieur. Pas seulement l'Ebola. L'Ebola était un des seuls virus qui existait, seulement un des virus qui existait. Il y avait également des infections bactériennes qui pouvaient être détectées, mais pas de façon optimale. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a réuni donc les équipements de droite et à gauche. On a bâti un laboratoire. On les a invités à venir à Winnipeg. On les a formés. Ils nous ont beaucoup appris également. Alors, quand en 2014, il y a eu l'occasion, ils avaient un laboratoire mobile. Ils l'ont installé en moins d'une semaine. Normalement, ça aurait pris un mois. Pourquoi une semaine? Alors, ils avaient une équipe qui a passé 3 jours à faire de l'échantillonnage et rentré chez eux. Encore 2 jours, a fait la diagnostic positive. Donc, ils ont installé le laboratoire 7 jours après la première déclaration de cette maladie. C'était une réponse très rapidement. Pour envoyer les gens de l'Union européenne, du Canada, ça prendrait beaucoup plus longtemps. Alors, moi, j'espère que ce projet va aboutir à une situation où on aura la recherche qui sera effectuée sur le terrain, mais on aura également l'équipement pour eux, on aura un environnement sécuritaire pour eux et pour le monde également. Alors, les congélateurs, les zones verrouillées, des zones sécurisées, et tout cela, c'est tout un ensemble de mesures. Mais la question de la santé publique est très, très importante. Et l'éthique. This is a very good Alors, ce que vous dites est tout à fait juste ou valable. La réponse, malheureusement, est oui, à nouveau. Oui, l'éthique, la question éthique pourrait dérayer les avancées possibles. Il faut renforcer la capacité. Ça va. En Guinée, il n'y avait pas de comité de l'éthique. Maintenant, il y a un comité d'éthique. Alors, tous les pays de l'Afrique occidentale se sont dotés de ce genre de comité maintenant. Ces pays font face à beaucoup de défis, ils ont des priorités qui sont plus importantes que l'éthique, que la déontologie. Mais il s'agit de souligner le fait que si on en a besoin, on peut le faire. Et comment le faire? Eh bien, il faut faire un peu comme ce qu'a fait le ministère de la Santé. Ils ont envoyé 2 locuteurs pour rencontrer leurs homologues au Guinée. Ils ont élaboré leur propre cadre réglementaire, mais sur la base d'un modèle qui existait déjà. Ça a été fait très rapidement et ça existe maintenant. C'est en place maintenant. Alors, le modèle éthique de d'autres pays tels que le Canada, eh bien, peut être exporté à d'autres pays tels que le Guinée en Afrique occidentale. Alors,
Gary, un bon public. Mais il va être disponible après pour D'accord. prendre quelques questions. Merci. Gary, if there was one... Alors, Gary, s'il y avait un message, une communication que vous vouliez donc dire, une chose que vous vouliez dire à ce public, à ces gens réunis dans cette salle aujourd'hui, alors qu'est-ce que ça serait finalement? C'est une question difficile, n'est-ce pas? Alors, premièrement, un message en A et B. Alors, le message principal, alors, c'est quelque chose que j'ai appris, je veux vous en parler maintenant. Cette contribution a été possible à cause de ou grâce à la collaboration plutôt. On a créé des liens avec des gens qui n'étaient pas seulement des scientifiques, on était des amis, on avait beaucoup de respect l'un pour l'autre, les uns pour les autres, et on adorait tout ce qu'on faisait. Mon message, c'est peu importe ce que vous faites, et vous le savez déjà sans doute, si vous adorez ce que vous faites, si ça contribue à aider les autres, alors c'est fantastique. Ça, c'est mon message. Et la deuxième volet de ma réponse, c'est si le projet vous anime, alors, envoyez-moi un courriel. On veut être inclusif. C'est la stratégie qu'on a adoptée. On veut on ne veut pas que ça soit trop énorme, non, bien entendu, mais on ne va pas vous dire, écoutez, vous pouvez faire telle ou telle contribution tout de suite, mais peut-être au fur et à mesure, on va pouvoir tenir compte de vos objectifs dans le cadre du projet. Je vous ai dit avant le début de cette conversation avec Gary, je vous ai dit qu'il était bon scientifique, qu'il était également un homme très humble. Au CRDI, nous savons, et vous savez peut-être tous, qu'on est axé sur les solutions, sur les connaissances. Alors, on veut faire toute la différence par le biais de la recherche qu'on finance sur une échelle mondiale. Et vous représentez cela. On appuie la collaboration avec d'autres instances, d'autres agences, également avec les réseaux de chercheurs. Vous l'avez montré vous-même, Gary. Et on aime bien appuyer, financer les jeunes, les leaders, les chefs de file dans le domaine scientifique également, les gens que vous allez voir à l'Université de Laval. Alors, je pense que ça va faire toute la différence dans notre monde. Vous êtes un bon exemple, en fait, de ce qu'on peut faire par le biais de la recherche. Ça fait toute la différence au Canada, ça fait toute la différence, c'est encore plus important au monde en voie de développement, et vous l'avez montré par le biais vous avez montré en fait dans le cas du succès de votre vaccin. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres, d'avoir participé à cette conversation. On va vous revoir plus tard. Merci.